Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Alex qui est le plus fan de nous trois c'est sur Star Wars et donc on voulait avoir son avis, surtout qu'on va parler de certaines thématiques de Star Wars qu'on connaissait trop mal. Et l'ami Kerr, comment tu vas mon cher Kerr? Eh ben ça va très bien mon cher Greg. Bonjour à toi mon cher Alex, la guest star vraiment de cette vidéo sur Star Wars donc, et vidéo Star Wars avec Alex. Le sujet c'est quoi? Eh ben c'est l'avenir de Star Wars. Ahsoka c'est terminé. Quid de la suite? Au moment où on enregistre la vidéo, il n'y a pas eu d'énormes annonces et c'est mon avis et vous y réagirez après les copains, mais là j'ai l'impression qu'on est dans le flou le plus total. Et j'ai ce sentiment que, s'il y a rien après, presque c'est pas trop grave, même s'il y a quand même des trucs qu'on a envie de voir. Mais des projets, il y en a beaucoup et on va les lister, réagir un petit peu sur ça. Alors, la première production, c'est quoi? C'est Skeleton Crew, une série donc avec Jude Law dans le rôle principal et John Watts aux commandes. John Watts, c'est le monsieur derrière les derniers Spider-Man, mais c'est aussi le réalisateur de 500 jours ensemble. Qui était une pépite avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel. Et l'histoire, en gros, ce sont des enfants accompagnés par Jude Law qui doivent retrouver leur planète. Est-ce que c'est une série que vous attendez ou pas, les copains? Non. C'est une série dont j'attends vraiment pas grand-chose, mais en fait, on n'en sait vraiment pas grand-chose. On sait que Skeleton Crew va arriver depuis un moment. Ça me hype pas du tout. J'ai l'impression que la communication là-dessus est vraiment inexistante. J'attends vraiment d'autres projets Star Wars que celui-là, même si j'attendais pas du tout Andor quand c'est sorti, et finalement j'ai adoré et c'était une merveille. Une petite partie du fan en moi espère que ce petit miracle va se reproduire, mais j'en doute fort. Alors attention, on espère tous, parce que là on parle en tant que personne qui aime bien Star Wars, on espère tous que tous les projets de base vont être exceptionnels. La problématique, c'est qu'on voit bien qu'à l'arrivée, ils ne l'ont pas tous été. Et du coup, dans le cas de Skeleton Crew, pour répondre à ta question, Kerr, moi, je l'attends comme n'importe quelle série Star Wars, mais je vais pas mettre un réveil plus tôt le matin pour la regarder. C'est un petit peu mon baromètre. Et définitivement, en fait, cette série, pourquoi est-ce qu'elle me hyperait? Les personnes qui sont derrière, enfin, la personne qui est derrière les derniers Spider-Man, j'ai pas trouvé qu'ils avaient brillé par leur scénario. Il y a qu'à voir la version live action versus la version d'animation pour qu'on se dise qu'il y a un fossé. Et d'une manière générale, il n'y a pas une communication, il n'y a pas une intrigue particulière. Est-ce que cette série, c'est les Goonies de l'espace? Est-ce que cette série, c'est Jedi Academy? Je n'en sais rien. Personne n'est venu me le dire. Et je serais honnêtement pas surpris, vu le peu de matériel qu'il y a pour communiquer autour de la série, qu'on apprenne que cette série est reportée. Je serais vraiment pas choqué de ça. Eh ben, de mon côté, j'espère qu'elle va se planter, cette série, et j'expliquerai pourquoi. Et c'est pas méchant, mais j'expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Alors, il y a des projets que je n'espère pas qu'ils se plantent. Autre projet qui va suivre, c'est Andor, la saison 2. Alors ça, par contre, très attendu. Alors, elle est en production. Tony Gilroy est toujours aux commandes. Par contre, Tony Gilroy, il a été pris dans la grève des scénaristes et il était au tout début de la grève des scénaristes dans la polémique. Pourquoi? Parce que il n'avait pas dit tout de suite qu'il arrêtait de travailler sur Andor saison 2. Donc il a clairement dit cette fois que oui, il arrêtait et que il reprendrait quand la grève des scénaristes s'arrêterait. La grève des scénaristes a trouvé une issue favorable. Donc on peut imaginer que Tony Gilroy est reparti dessus. C'est une série, une saison 2 qui est très attendue, avec une info à vous donner. Ça sera la dernière d'Andor. Il n'y aura que 2 saisons. Tu l'attends, Alex? Ouais, évidemment, la saison 1 d'Andor a vraiment gagné ma confiance. Hein. J'ai beaucoup d'attentes sur ces personnages qu'on a découverts, pas forcément le personnage d'Andor lui-même, mais aussi tous ceux qui gravitent à côté. J'espère avoir une série qui conserve aussi son ton un petit peu politique, qui va prendre quelques risques en allant aborder des thèmes qui sont assez inhabituels à Star Wars. Faut dire que la saison 1 qui va aborder des thèmes comme les conditions d'incarcération, la violence policière, ce genre de choses, c'était pas des choses qu'on voyait vraiment beaucoup dans Star Wars. Donc j'espère qu'on aura encore ce genre de choses, de petites surprises avec Andor. En tout cas, ouais, je l'attends beaucoup.
Moi, je l'attends aussi. J'espère juste que le fait qu'il y ait ce succès critique ne laisse pas, du coup, Gilroy s'entêter sur des épisodes un tout petit peu trop lents, ou avec un son rythme à lui, comme il avait mis sur le début. Mais bon, on peut lui faire confiance. Rogue One, c'était pas mal. Andor, c'est plutôt encore mieux. Du coup, eh ben, j'ai envie de dire, on donne sa chance à la prochaine. Moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que Andor, en fait, la première saison soit un peu passée sous les radars de Disney. C'est-à-dire que comme c'était un projet un peu annexe, qui était vraiment dirigé par Gilroy, et il avait les clés du camion, comme je le disais dans la précédente vidéo, j'ai peur que il ait pu mettre dans la saison 1 des choses qu'il n'arrivera pas forcément à mettre dans la saison 2, et qu'elle soit un peu plus mainstream si Disney y touche un peu trop, parce que les thématiques que tu as évoquées, c'est vraiment le truc le plus quali qu'on peut trouver dans Andor et innovant, et j'ai un peu peur que ça n'y soit plus. Mais enfin, on verra. Autre série annoncée, et ça, on peut le dire, on l'attend, c'est The Acolyte. C'est produit par Leslie Headland, qui a fait la série Netflix Les Poupées Russes, avec un beau casting. Il faut le dire, on retrouve notamment Daphne Keane, qui jouait donc X-23 dans le film Logan, mais qui a joué aussi depuis dans À la croisée des mondes. On a l'actrice Amanda Stenberg, on a Lee Jung-jae qui est le héros de la série Squid Game. Donc quand il y a eu l'annonce, forcément ça fait beaucoup parler. Il y a l'actrice qui monte, Jodie Turner-Smith. Enfin, il y a du beau monde. Il y a aussi Carrie-Anne Moss de la Trinity de Matrix. Donc une série, tu veux nous la présenter, mon cher Alex? Ouais, c'est une série qui se passe 70 ans avant la menace fantôme. Donc on est toujours dans la Haute République, mais sur la toute fin de la Haute République, sur le moment où on est en train de basculer vers une république un peu plus corrompue, un peu avec des institutions un peu plus usées, un ordre Jedi aussi un peu plus usé. Donc on va pas retrouver forcément les personnages, pour ceux qui aiment beaucoup les romans comme moi, les personnages des romans qui eux se déroulent bien avant, sauf quelques rares personnes. C'est une série que j'attends beaucoup parce que quand on voit le ton que la Haute République peut avoir avec des Jedi un peu plus libérés, un peu moins dans un dogmatisme un peu monacal, comme on peut les voir, et très sérieux, comme on peut les voir dans la prélogie, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de médias en live action où on voit les Jedi dans leur splendeur, dans leur prime, dans leur apogée. Même si on commence à effleurer le déclin, sans doute sur la série Acolyte, on va quand même avoir des Jedi qui sont, comme je disais, à leur apogée. Et c'est la première fois, je pense, qu'on va vraiment voir ça. Certes, on a des Obi-Wan qui incarnent un peu la figure du Jedi, mais c'est des Jedi à une époque où ils sont finalement plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, cette période de la prélogie, Disney l'appelle la chute des Jedi. Donc, à part dans les jeux vidéo, on n'a pas beaucoup d'occurrences où on voit l'ordre Jedi tel qu'on se l'imagine tous, avec de valeureux guerriers, un truc presque un peu arthurien. Et la Haute République transcrit ça. Et j'ai pas été un bon élève, parce que j'ai regardé un petit trailer leak, qui augure des choses vraiment sympas. Je sais qu'il avait été présenté à la Star Wars Célébration, et ça promet. Moi, le trailer m'a vraiment donné envie de voir la série, où on voit vraiment plein de Jedi. C'est presque un peu l'opposé d'Andor, où Andor, il y avait un côté très espionnage terre à terre où il y a que des humains. Là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une série un peu plus mystique, très portée par la Force, les Jedi. Et ce qui me rassure, c'est que la conception de la Force telle qu'elle est dans la Haute République ne part pas dans tous les sens, et c'est globalement plutôt très cohérent. Donc j'espère que dans la série The Acolyte, on va pas avoir de mauvaises surprises. Donc je l'attends beaucoup, beaucoup, cette série. Est-ce que, pour toi, The Acolyte, la Haute République, c'est le début de la suite, d'un renouvellement de Star Wars? C'est ça l'avenir de la licence? Ça pourrait, mais on a vu que quand Star Wars faisait du grand Star Wars comme Mandalorian, c'était pas non pourtant ça qui sauvait la licence, qui lui redonnait des grandes lettres de noblesse. Moi, j'ai un peu la conviction, malheureusement, qu'il faut un peu faire son deuil du grand Star Wars exceptionnel qu'on a tous connu. Donc je pense que même si The Acolyte, et je pense que ça peut être une piste d'avenir,
de sortir un peu de la période de la prélogie, de la postlogie, la trilogie originale, sortir de cette période-là. C'est explorer dans les livres avec une saga littéraire et maintenant ça va rentrer dans le jeu vidéo, ça va rentrer dans les séries. Peut-être qu'un jour on aura un film qui change de plan tous les 3 ans. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va sauver Star Wars? J'en suis pas convaincu. Je pense que ça peut vraiment être une très très belle surprise, une critique comme ça a été Andor ou même commerciale, mais ça reste une série. C'est une série qui va faire, je sais pas, 8 épisodes, je sais pas combien en sont prévus. Donc je trouve que c'est mettre beaucoup de pression et d'attente sur une seule série que de se dire ah ouais, faut vraiment que cette série sauve Star Wars. Donc même si j'ai beaucoup d'attentes, faut rester un peu mesuré, je pense, dans ce qu'on a envie de voir dans The Acolyte. Moi, à titre perso, c'est une de celles qui a le plus piqué mon intérêt. Si j'ai bien compris, en plus, on va suivre, ou la promesse est de suivre quelqu'un qui va sombrer du côté obscur. Même le logo, si tu peux le remettre, Daniel, laisse supposer que ça va tourner autour de ça. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire du nouveau. Du nouveau en nous montrant quelqu'un qui va sombrer un peu du côté obscur, donc potentiellement une série plus adulte. Et en même temps, aussi quelque chose qui est sur une nouvelle période que je connais peu. Et ça, j'ai envie de vous dire, j'en suis curieux. Et toi, mon cher Car? Je suis partagé parce que j'ai l'impression que si The Acolyte est une franche réussite, ce soit un peu la porte de sortie justement de Star Wars vers une nouvelle époque. Et là, vous les évoquiez le succès de Mando, mais rappelons quand même que le succès de Mando, c'était juste après que Disney ait communiqué sur c'est terminé avec les Skywalker. Et depuis, on n'a que ça. Donc Mando a relancé les Skywalker. Donc je crains moi que l'échec possible, probable du Mandoverse fasse que Disney se réfugie dans cette période-là, ce qui serait pas forcément une bonne chose. Si t'as une porte de sortie trop évidente, bah tu te remets pas vraiment en question et tu essaies pas de repenser la recette. Donc voilà. Moi je suis partagé, mais c'est une série qui m'intrigue quand même et une période que je connais pas, donc j'ai envie de voir. Ouais. Et puisque je parlais de Mando, bah parlons de la saison 4 de Mandalorian qui est pas prête d'arriver. Il faut savoir que le film qui doit conclure, alors justement on va en parler, on va débattre là-dessus parce que quand il y a eu l'annonce du fameux film de Filoni, ils n'ont pas dit que ça concluait le Mandoverse, ils ont dit que c'était le climax. Mais le climax, il peut y avoir des choses derrière, ça veut pas dire que c'est la fin. Donc ce film-là est attendu pour décembre 2026. Donc on aura la saison 4 de Mando avant, on pourra peut-être en avoir une 5e, j'aimerais bien. Moi j'attends beaucoup, mon cher Greg, mais j'aimerais beaucoup aussi que cette saison 4 se détache un petit peu de ce que Filoni a développé avec Ahsoka et compagnie, mais plus soit une sorte de road trip entre Grogu, entre Din Grogu et Mando. Hein. T'en penses quoi, toi? Bah moi, en fait, déjà, je voudrais rappeler que Mando est une série où, certes, Filoni est présent, mais c'est avant tout une série de Jon Favreau. C'est lui qui l'écrit, c'est lui qui visiblement a écrit une très grande partie de la saison 4. Il y a eu pas mal d'informations jamais confirmées qui laissaient penser que Favreau était en conflit avec Kathleen Kennedy quant à justement l'avenir et la direction de Mando. J'ai l'impression que Favreau, faut le rappeler, hein, qui est le réalisateur du premier Iron Man, qui a mis sur les rails vraiment la saga du coup Marvel, qui arrive, qui relance Star Wars avec Mando, là a quand même un peu les rênes sur cette série. Et moi j'ai envie de lui faire confiance. Peut-être qu'on va voir l'arrivée de la nouvelle culture mandalorienne. Peut-être qu'ils vont devoir reconquérir leur planète. Ce qui est bien sûr, c'est que le mythosaure ou le mythozosaure, je ne sais pas s'il y a trop de T, va apparaître. Je pense que c'est très dommage que Sabine soit la première depuis des milliers d'années Mandalorian et du coup Jedi, puisque c'était pour moi la spécificité de Grogu.
Ce qui est sûr, c'est que Favreau, dans toutes ses interviews, il dit que pour lui, l'âme de Star Wars, c'est la famille. Et donc, je pense que dans cette logique-là, la saison 4 de Mando sera sur la famille de Mando et de Grogu. Est-ce que cette famille va incorporer un nouveau membre? Est-ce que Mando va avoir des relations amoureuses avec Bo-Katan et ça va créer cette famille et du coup ce qui donnerait lien avec l'histoire de Mandalore? Pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que ce lien de parenté entre un père et officiellement son fils va être le cœur de la série. Et du coup, c'est sur ça, moi, que je mise le plus. Et que, au fond, la culture mandalorienne, le fait que tout ça revienne en place, ça, je veux bien y croire. Et puis... Mais il y a un truc qui va pas, là, mon cher Greg. Attends, juste un truc. Et puis Favreau, aussi, aime bien voyager dans la galaxie. Et du coup, je le vois pas rester terré dans une zone. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le truc, rappelons-nous quand même de la fin de la saison 3, c'est que Mando, il s'en va avec Grogu. Et il quitte Mandalore. Donc, s'il y a tout ce que tu as évoqué, qui est fort probable, hein, et qui est même plutôt souhaitable, c'est encore un tour de passe-passe en mode, Grogu, je t'abandonne dans les bras de Luke, et on ne se revoit plus jamais, pouf, 2 épisodes pas après, du tout ce que je dis, on a reconstitué la famille. Et ça pourrait être ça aussi. Je pense qu'il y aura quand même une grosse partie de la saison 4 où Grogu et Mando vivront leurs aventures. Et je pense que ça répond aussi aux attentes des fans, parce que globalement, les épisodes où ils vivaient leur truc dans leur coin, on a pris un pied monumental aussi. Hein. Vous savez que le Naboo Fighter de Mando est considéré actuellement comme le vaisseau de petite classe le plus rapide de l'histoire de Star Wars officiellement. Ça m'a fait marrer. C'est vraiment genre... en fait, on regarde vraiment le top of the best, quoi. Et toi, tu l'attends, cette nouvelle saison de Mando? Ouais, je l'attends, même si j'ai un peu moins aimé la saison 3 de Mando. J'espère juste qu'on va un peu plus se recentrer effectivement sur le binôme Mando et Grogu. J'espère aussi qu'on va voir Grogu un peu évoluer, utiliser un peu plus la force. On le voit un peu à la fin de la saison 3, on le voit, il a son petit combat, c'est un peu rigolo, mignon. Le problème, c'est qu'il faut quoi? Il faut genre 25 ans pour qu'il prenne 6 mois humains, quoi. Et ben, on sait pas. Je crois que à cet âge-là, Yoda était, je crois que 50 ans plus tard, Yoda était déjà maître Jedi. Donc, faut se dire, est-ce qu'on projette Grogu dans 50 ans, il est déjà à un niveau de maître Jedi, je sais pas. En tout cas, voilà, je l'attends, mais j'espère qu'on va un peu plus se recentrer sur Grogu et Din, ou le noyau de la famille qu'il constitue, et où d'autres personnes vont peut-être se rajouter. Et moins se recentrer sur le lore mandalorien, qui me parle un petit peu moins. Le shérif, il va revenir. Ah non, j'aimerais bien. Ah, j'en suis sûr. Parce que déjà, l'acteur est un proche du reste de l'équipe, c'est sûr qu'il est excellent. Et Cobb Vanth a beaucoup marqué dans les rares moments où on l'a vu. Et c'était assez étonnant d'ailleurs qu'on le voit pas du tout dans la saison 3, je trouve. Ouais, moi aussi je m'attendais à le voir apparaître. Tu parlais du mythosaure, moi je suis pas sûr qu'on le voit à la saison 4 de Mando. Moi je pressens plutôt qu'on va nous le sortir dans le film en arme super secrète pour défoncer Throne. Mais c'est toujours le même truc, c'est au moment où tout le monde pense que ça ne va pas réussir, ou le froid calculateur qu'est Throne pense qu'il va gagner, eh bien il y aura enfin une autre créature mystique, ce n'est pas un Bendu cette fois-ci, ce sera un mythosaure. Ou une baleine de l'espace. Mais... Ouais. Throne, c'est vraiment son cauchemar, c'est des créatures spatiales. Donc je pense que le mythosaure, on le reverra plutôt à cette occasion-là, et qu'on va peut-être un peu s'éloigner de Mandalore et du mythosaure pour la saison 4. Il y a une série qui a disparu. Il y a aussi Bill Burr. Si je me trompe pas, il n'est pas mort. J'avais un doute la dernière fois. Son personnage, donc Bill Burr, c'est quand ils attaquent la prison de l'espace, c'est le chasseur qui est censé être hyper bon avec ses armes, qui est chauve. Et donc Bill Burr est un humoriste américain qui est en train tranquillement de devenir un des plus gros humoristes américains actuels. Il y a beaucoup de gens qui aiment son personnage, et il y a donc de très fortes chances que Bill Burr refasse
un caméo, un coucou, ne serait-ce que par le succès de l'acteur et dans un contexte où la série a besoin de communication. Bill Burr qui vient faire tous les talk-shows américains, c'est une promotion dont je pense qu'ils peuvent peut-être pas se passer. Tu parles Surtout qu'il a l'alien une des meilleures pirate, là, scènes qui de la s'échappe saison un 2. peu à la fin. Non, pas de l'alien, c'est celui qui est le roux. Tu sais, roux, on sent qu'il aurait été roux s'il avait des cheveux. Ouais, je vois. D'ailleurs, cet alien pirate qui s'échappe devrait être vraiment l'antagoniste de Skeleton Crew dont on a parlé juste avant. C'est pour ça qu'il meurt pas. C'est celui qui vient de la planète de Leia et qui dans la saison 2 a une scène que j'ai trouvée brillante au moment, enfin juste avant ou après d'ailleurs, que Mando enlève son casque là où il y a tous les impériaux. Quand ça parle de sa planète d'origine, il est très bien dans le deuxième épisode où il apparaît. Hein. L'épisode de la prison dans la saison 1, bon ok, mais dans la deuxième saison, il est très bien, il est toujours en vie. Hein. Cara Dune l'a laissé en vie à la fin. Il y a donc je parlais tout à l'heure d'une série qui a disparu des radars. C'est Lando, et on en parlera après parce que Lando n'est plus une série. Dans la nombreuse liste des projets qui changent. Voici Lando, ça devient un film. Et du coup, on va enchaîner avec les séries animées. Une très grande histoire. Ouais. The Bad Batch, saison 3, donc qui sera la dernière. Votre avis dessus? C'est probablement l'une des séries que j'attends le plus. Bad Batch. C'est une petite série de niche, mais après The Acolyte, c'est vraiment celle que j'attends le plus. J'ai vraiment envie de savoir ce que deviennent cette petite équipe de clones après ce qu'on nous a raconté dans la saison 2, avec cette histoire où on est sur le déclin des clones, comment l'Empire les déclasse en fait comme des objets à recycler, et comment ce groupe de soldats de forces spéciales de clones s'en sort là-dedans, surtout après ce qui se passe à la fin de la saison 2. Donc je suis assez curieux, j'ai été très séduit par les 2 premières saisons, donc ouais, j'attends beaucoup. Alors j'ai pas d'avis parce que moi j'ai pas vu du coup ces 2 premières saisons de Bad Batch, mais visionnage dans quelques semaines. Et l'autre série animée, alors là je reste pantois, c'est Droid Story avec R2D2 et C3PO, C3PO qu'on a vu dans Ahsoka se faire martyriser par la Nouvelle République. Bon voilà, et cette série animée, donc c'est les 2 droïdes qui vont accompagner un nouveau héros, on ne sait pas qui encore, et elle est présentée, cette série animée, comme la plus ambitieuse visuellement pendue par Star Wars. Voilà, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce que une aventure avec R2D2, C3PO, ça vous chauffe? Peut-être qu'on va découvrir que R2D2 avait en fait à l'intérieur un faisceau laser de la taille de l'étoile de la mort, et ça va être juste intégré au canon comme bien d'autres artifices de R2D2. Je ne l'attends pas du tout, je dois avouer, et surtout que effectivement on peut imaginer comme ça R2D2 et C3PO ils sont sympas, mais que vont-ils apporter? Et surtout moi je me rappelle des épisodes de Clone Wars qui étaient sur R2D2, qui était une catastrophe vraiment, et vraiment c'était une purge, hein. C'est-à-dire que j'adorais Clone Wars à l'époque et ça m'a bloqué. J'ai mis 2 ou 3 semaines à passer tellement je m'endormais devant ces épisodes, donc je ne l'attends pas du tout, mais c'est le syndrome post-traumatique que je vis. Et toi? Moi, je vais être assez concis, hein. Je l'attends pas vraiment non plus, mais on sait tellement peu de choses de cette série, elle a été annoncée il y a un petit moment d'ailleurs, hein, je pense. Bon, pour moi, c'est un peu aux oubliettes maintenant. Ben moi, je l'attends pas du tout en série animée. Par contre, si ça avait été une série live action, ça aurait été une bonne série bonbon, je pense. Ça aurait été sympa de les voir. Ils auraient pu faire quelque chose. En tout cas, je l'aurais attendu davantage. Mais là, en série animée, non, je l'attends pas. Passons maintenant au film, et il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vont tous voir le jour? Spoiler alert, non. Mais en tout cas, il y en a qui sont déjà annoncés avec des dates de sortie. Le premier qui sortira puisqu'il y a eu des reports, hein, notamment liés aux grèves à Hollywood. Le premier, c'est pour le 19 décembre 2025 et c'est Star Wars Jedi New Order. À ne pas confondre avec Fallen Order, le jeu vidéo, qui est un film qui sera réalisé par la réalisatrice pakistanaise Sharmeen Obaid Chinoy. On a probablement massacré son nom, navré pour elle. Avec le retour de Rey.
C'est une suite de la postologie. Vous en pensez quoi? Eh bien, je l'attends beaucoup, mais avec un peu l'espoir naïf de me dire, est-ce que ce film pourrait pas un peu racheter et redonner quelques lettres de noblesse à cette période de Star Wars qui est un peu le mouton noir pour le moment de la saga. Donc je l'attends, mais avec un peu de naïveté, je pense, et avec un peu d'espérance. Je pense que ça peut être malgré tout intéressant de découvrir la construction d'un nouvel ordre Jedi, quelle place Rey pourrait avoir là-dedans. Je sais que beaucoup auraient aimé voir la même chose, mais avec Luke, qui lui reconstruit son ordre Jedi, et ça aurait pu sans doute être très intéressant. Le fait est qu'il faut faire le deuil de tout ça, je pense. Donc voilà, je l'attends plus que même les autres films qui arrivent. Mais c'est avec juste avec ce petit espoir naïf de petit garçon qui aimait Star Wars et qui a envie que ce soit toujours bien. Ouais. Alors donc on va suivre donc les histoires de Rey Skywalker. Hein, on rappelle qu'elle a donc hérité du nom qu'elle a décidé elle-même. Et du coup le truc c'est que moi je pense avant tout que c'est un film d'actionnaire. L'épisode 8 a été 1,3 milliard au box-office. Star Wars ça va pas bien. Ils ont dit aux actionnaires vous inquiétez pas. On a une machine à dollars, c'est par là. Et en fait il y avait écrit Rey sur la boîte et du coup dans la boîte des accords magiques, là c'est la boîte de qu'est-ce qui fait plaisir aux actionnaires. Ils ont sorti le nom de Rey. Je rappelle, on l'a couvert dans les news il y a quelques temps, mais que en gros, si on regarde les moments et le temps qui est donné aux scénaristes pour travailler, on est sur un des projets où les scénaristes ont eu le moins de temps pour travailler un projet de cette envergure. Je refais pas tout le découpage qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Donc, ça part très très mal. Faut pas se le cacher. C'est fait pour du blé et avec très peu de temps pour trouver une histoire. Donc, il peut toujours y avoir des grands accidents heureux, ça peut arriver, mais pour l'instant, on est plutôt sur la base d'un grand accident. L'actrice est extrêmement bien castée. Franchement, le personnage de Rey, peu d'actrices auraient pu l'incarner aussi bien que ce qu'a fait Daisy Johnson. Daisy Ridley. Ridley, merci. C'était dans ma tête, c'était Daisy Skywalker. Elle avait aussi décidé de s'appeler Skywalker. Et du coup, donc ça c'est le côté positif. Par contre, si ce personnage est toujours comme il a été, c'est-à-dire parfait et peu intéressant, est-ce que l'enjeu va être de savoir qui sont ses parents? Donc au final, je n'ai pas hâte de voir ce film. Par contre, si c'est une bonne surprise, je serai évidemment le premier à aller voir en salle. J'ai juste peur que là, leur donner le prix de la place de cinéma serait leur confirmer qu'ils vont dans la mauvaise direction. Et toi, mon cher, tu veux peut-être non, mais je veux dire, c'est quand même deux visions, une un peu naïve et encore pleine d'espérance, et une très industrielle, très pessimiste. Mais, du coup, oui, t'en penses quoi? C'est pour ça que je suis habillé en noir. Ouais. Ben moi, je vais parler des scénaristes sur ce film parce que c'est la chose qui m'interpelle le plus. En lui-même, le projet, je m'en contrefous. J'adore Daisy Ridley, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rey, mais ce qui arrive après m'intéresse pas. Par contre, au départ, c'était Damon Lindelof, le créateur de Watchmen, la série notamment, de Lost, de The Leftovers, qui était chargé de l'écriture du film. Il a cédé sa place. Ah, c'est dommage. Mais il a cédé sa place à qui? À Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Et du coup, un film Star Wars écrit par le créateur de Peaky Blinders, qui depuis a fait une série plus mainstream qui est sur Apple TV+. Moi, ça m'intrigue quand même. Donc, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Par contre, je suis objectivement moyen chaud. Par contre, mais le film qui me fait vraiment le plus peur, c'est celui d'après. Et je pense qu'on va largement en parler. 18 décembre 2026, mais ça risque d'être repoussé. Hein. C'est le nouveau film Star Wars et c'est le fameux film de Dave Filoni. Climax, conclusion, on verra, du Mandoverse. Avec donc Ahsoka, avec Boba Fett, avec Mandalorian, avec Grogu, avec Sabine, avec les autres personnages de Rebels, avec bien évidemment grand antagoniste Thrawn, avec très probablement Luke Skywalker et, à mon sens, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi,
la porte ouverte aussi à un retour de Han Solo et peut-être, je l'espère pas, de Leia avec l'utilisation de l'IA. Conclusion du Mandoverse. Moi, j'ai peur d'un truc, c'est qu'on ait une scène avec Mando qui est avec tous ses potes en long et qui dit Mandoverse, assemble face à Thrawn. On verra, mais en tout cas, ça, c'est ce qui nous présente là sur le papier. Vous en pensez quoi de ce projet? Je vais me lancer en premier. Moi, je suis très déçu que ce soit pas le film de Filoni et Favreau, parce que du coup, il y en a un qui a de l'expérience au cinéma, l'autre non. Il y a aussi le fait que les épisodes réalisés par Filoni, je trouve, sont toujours des épisodes dont la réalisation est très plan-plan. Preuve de la série Ahsoka, là où on accepte des choses en animation qui sont peut-être moins fouillées, des personnages moins fouillés, et où des idées fortes peuvent amener un épisode, il n'a pas montré qu'il était parfaitement capable de s'adapter à d'autres médiums. Alors attention, c'est bien mieux réalisé que serait fait par vraiment un débutant premier. Il a déjà une très grande force artistique à ce niveau-là. Mais par contre, quand on compare avec un Favreau ou avec un autre, même plutôt réalisateur de commande, on se souvient que la première saison de Mandalorian, ils avaient assemblé une palanquée de réalisateurs, chacun qui apportait des choses, et je trouve que tous ces épisodes sont mieux réalisés que ceux de Filoni. Donc en fait, j'ai presque l'impression d'entendre le caprice de Filoni qui dit c'est moi le fils spirituel à Lucas, c'est moi qui étais aussi avec Favreau, c'est moi qui décide. Donc ça, c'est le truc qui me chafouine un petit peu. Par contre, on va sans doute voir plein d'idées fortes, on va voir sans doute un final qui va envoyer, puisque Filoni est très fort pour mettre un truc de base, mettre une explosion finale. Souvent, c'est le milieu qui est un petit peu en dessous. J'ai juste vraiment pas envie de voir la trilogie, enfin la Trinité de Mortis, le monde entre les mondes, des voyages temporels dans un film Star Wars. Les voyages temporels des mondes contre les mondes, et j'ai vu l'extrait de Filoni qui explique que c'est pas un voyage temporel, mais on pourra rentrer dans les détails, c'est du voyage temporel. Et le truc, c'est que je suis hypé parce que je suis extrêmement enthousiaste sur Mando, mais la manière dont se fait, j'ai des gros warnings dans ma tête. Voilà. Et toi? Ouais, je te rejoins assez. Moi, ce qui me fait le plus peur dans ce film, c'est Filoni. J'ai bien vu sa réalisation, t'as appelé plan-plan, dans l'autre vidéo, je disais que il y avait aussi de la faiblesse d'écriture, ça volait pas très très haut, et j'ai peur que, comme dans Ahsoka, on ait plein de bonnes idées, des trucs vraiment intéressants. Filoni, il a aussi le sens du symbole, du symbolisme de Star Wars, etc. Mais que tout ça soit un peu gâché parce que Filoni, c'est pas un réalisateur de cinéma. Et je regrette effectivement que Favreau ne soit pas de la partie, parce que c'est la patte de Mandalorian, c'est la patte de Favreau plus que la patte de Filoni. Donc je suis un peu sceptique. Alors je veux pas détester le film avant qu'il soit sorti ou ne serait-ce que même tourné. Mais ouais, j'ai quand même quelques craintes sur ce film qui est vraiment pas celui que j'attends le plus. Et toi, Kerr? Moi, c'est celui qui m'inquiète le plus. Vraiment, c'est le projet qui m'inquiète le plus. J'ai peur vraiment que Filoni flingue tout. Flingue le kiff qu'on a eu avec Mando et qu'on ait une image, tu vois, de Mando à la fin qui soit pas à la hauteur, enfin qu'il ait cassé notre jouet. Et ce que t'as dit sur Favreau, comme Alex, je suis d'accord. C'est vraiment dommage que Favreau soit pas là. C'est étonnant. Est-ce que ça cache quelque chose? Tu l'évoquais, c'est possible. Ahsoka ne donne aucune garantie. Au contraire. Thrawn m'a déçu. Ahsoka m'a déçu. Ezra est bien casté. Le personnage est cool. Mais est-ce que est-ce qu'il va apporter un plus? Je suis pas sûr. Est-ce que le fait d'avoir tous les personnages soit une bonne idée?
S'il y en a un qui manque, ben ça va chouiner. Donc on sait qu'il y aura Boba, on sait qu'il y aura Phoenix. Quelle place pour Mando? Enfin, tu vois, quelle place pour Grogu? Moi, je pense que vraiment Grogu et Mando devraient vivre leur vie peinard dans leur coin avec une série qui fait 6, 7, 8 saisons. Tu vois, moi, ça me dérangerait pas. Et il parlait bien de climax, donc je pense qu'ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or Mando avec le film de Filoni, surtout si nos craintes se confirment que le film est pas à la hauteur de nos attentes. Par contre, ça pourrait être une conclusion, oui, à Bo-Katan, à Sabine, à Ahsoka, mais je trouve que le film arrive trop vite. Faire un film concluant le Mandoverse alors qu'on a eu qu'une saison d'Ahsoka, que Ezra vient de débarquer, que Thrawn il est encore en train de décharger le coffre de la bagnole. Enfin, ça va trop vite en fait. C'est en 2026 d'accord, mais c'est que dans 3 ans. Enfin, ça pour moi ça va trop vite. Donc moi j'aurais laissé le temps à Mando d'avoir un peu plus de saisons, de développer un peu Bo-Katan, de développer un peu les rebelles dans leur coin. Non, pour moi il y a un problème de timing, problème aussi de casting avec Filoni, et puis Ahsoka qui m'a vraiment refroidi. Et puis le film va être la vraie réunion des personnages de Rebels. Parce que là, la seule raison pour laquelle on n'a pas vu Z et les personnages de Rebels tous ensemble, de mon point de vue, c'est parce qu'il s'est gardé ça sous le coude pour le faire dans le film. Donc, le film risque d'être aussi beaucoup une ode à la série Rebels. Et ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce film doit être une ode à la série Rebels, mais aussi pour Mandalore. Et les Rebels et Mandalore, ils ont déjà une histoire ensemble. Donc, bon, écoute, on va voir. Mais c'est vrai que c'est puisque c'est peut-être celui que j'aime le plus en projet, parce que mon attachement à la série de Mando, c'est celui qui m'inquiète le plus. J'ajouterais juste pour terminer, même dans le trailer de Ahsoka, Ahsoka mentionne souvent l'héritier de l'Empire, etc. Filoni fait quand même souvent de gros appels du pied aux fans du Legends, donc tout le lore Star Wars qui n'est pas officiel et qui est rachat par Disney. C'est des grosses références à la trilogie d'avant Disney, Throne. Et beaucoup se demandent, et moi le premier, quels éléments de ces romans-là, qui sont plus canons, Filoni va piocher dans ses séries et dans ses films, pour faire le grand final contre Throne. Comment il va être défait? Est-ce que c'est comme ça sera dans les livres? Est-ce que ça sera de manière différente? Il y avait des choses sympas dans ces bouquins, des choses moins sympas. Donc si vraiment il s'amuse à piocher dans le Legends, je suis assez curieux de voir ce qu'il va en faire, quoi. Moi j'ai peur qu'il y ait beaucoup de fanservice, et tu parlais des clins d'œil à Rebelle et de la conclusion, etc. Qui dit Ahsoka dans le film, pour moi dit aussi Anakin, donc Hayden Christensen. Qui dit Mando, potentiellement on peut dire Luke, jeune. On aurait peut-être bien une scène avec Luke en IA avec le Ghost Force de Anakin. Qui discutent. On pourrait aussi, comme je le disais tout à l'heure, voir Han, au moins Han Solo, peut-être pas Leia quand même, mais au moins Han Solo. Enfin, ça vous fait pas peur, ça? Si, un petit peu. Après, Luke a un rôle dans l'ancien combat contre Throne du Legends. Luke est au centre de cette affaire. Or, aujourd'hui, on l'a vu sur quelques épisodes un petit peu de côté. On sait c'est la croisade du Jedi Fu. La croisade du Jedi Fu, exactement. Et on sait que, en tout cas, Luke, dans la croisade du Jedi Fu, joue un rôle important pour défaire Throne. Là, il est un peu mis de côté, et je me demande si justement le film va pas être l'occasion de mettre Luke dans un rôle un peu plus en avant et pas juste le Jedi sympa qu'on va visiter une fois par an. Comment elle s'appelait le personnage? C'est Cara qui deviendra la femme de Luke? Comment elle s'appelle? C'est Mara Jade. Mara Jade. Est-ce que tu crois que Sabine va devenir Mara Jade? Oh, j'espère pas. En plus, tu vois. J'espère qu'il y aura pas de Mara Jade tout court. Ouais. Et du coup, quel est le projet d'après, mon cher Pierre? Alors, le projet suivant, c'est un film très attendu, réalisé par James Mangold, qui se déroulera 25 000 ans avant la naissance d'Anakin.
Donc à une époque où Maître Yoda commence déjà à entrevoir la retraite. Non, peut-être pas, je dis des bêtises. Mais en tout cas, c'est un film donc de James Mangold à qui on doit Logan. Donc quand il y a eu l'annonce de ce film-là, on s'est dit waouh, réalisateur qui a sa patte, qui depuis a fait la commande Indiana Jones et le cadran de la destinée, hein, il a remplacé Steven Spielberg, et qui est un réalisateur très occupé puisqu'il a accepté depuis aussi de réaliser le film DC Comics Swamp Thing pour James Gunn. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce film de James Mangold qui sortira en décembre 2027 si tout se passe bien? Moi, je suis un peu intrigué par la promesse du film, qui est de, en fait, 25 000 ans, c'est très très loin. Il n'y a pas beaucoup, il y en a un petit peu, mais d'œuvres Star Wars qui explorent un peu cette période-là. La plupart d'ailleurs sont pas canon du tout. Le plus loin où on ait été, c'est en fait à l'époque de l'ancienne République, et là on se situe plutôt 3 000, 4 000 ans avant. Donc on est quand même très très loin de cette épopée-là. Il me semble que ce film se veut d'avoir un ton un peu d'une épopée un peu biblique, qui explore la jeunesse des Jedi, mais avec un ton un peu particulier sur la découverte de la Force, ses possibilités. Et en fait, cette promesse-là est pour moi assez séduisante. En tout cas, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. J'attends pas le film plus que ça, vu le peu d'informations qu'on a dessus et la temporalité de sortie qui est très très loin. Mais ça a piqué ma curiosité de fan du lore de Star Wars. En fait, le film me fait peur parce que de la manière dont ils en ont parlé, ça me faisait penser à Exodus. Tu vois, un film biblique fait où tu veux faire un melting pot de plein de types de films et pour raconter un film, tu vois, sur la Genèse. Et James Mangold, moi, le dernier Indiana Jones, je suis pas vraiment convaincu. En tant que vraiment personne qui aime bien Star Wars, je suis très curieux de savoir comment ils vont le gérer. Ça, c'est vraiment sympa de voir quelle va être un peu l'histoire du début de tout ça. Je suis aussi un peu effrayé de me dire que du coup, ce qu'ils vont mettre à ce niveau-là va être plus canon que n'est ce que a mis Lucas dans les films. Tu vois, s'ils disent en fait les midi-chloriens, c'est la théorie des grands astronautes, t'as une autre galaxie, des gens qui ont fait une piqûre, qui nous ont mis qui ont mis des midi-chloriens, démerdez-vous. Enfin, ce sera canon, quoi. Ça y est, c'est canon, et puis démerdez-vous. Donc c'est celui que j'attends le plus, un de ceux que j'attends le plus, un de ceux qui m'effraie le plus. Mais en tout cas, je suis content que ce soit une proposition pour quelque chose qui n'a rapport avec rien d'autre, quoi. Et toi, mon cher Kerr, avant de parler du projet suivant? Bah, je vous avais tout dit. Je suis intrigué par le discours de James Mangold qui présente la chose comme une grande épopée un peu biblique, donc à voir. Je trouve que ce qu'a fait Mangold sur Indiana Jones, c'était pas catastrophique. Quel beau compliment. C'était vraiment une commande et pas son bébé. Logan, il y a plein de choses qui sont très réussies dans Logan. Je l'ai revu là il y a quelques jours et j'ai été autant étonné par la qualité de certaines scènes que par la faiblesse d'autres. Donc c'est variable. Après, c'est un réalisateur qui a fait des trucs super stylés, tu vois. Il a fait Le Mans 66. Bon, il a Walk the Line, tu vois, il a des choses solides, hein, mais il a aussi des trucs complètement loupés, comme Night and Day avec Tom Cruise, comme Wolverine, Combat de l'immortel. Bon, c'était pas frappadingue, quoi. Donc, il est capable de faire des bonnes choses et d'autres beaucoup moins. Je pense aussi que c'est le film qui a le plus de chances d'être annulé, pour être tu sincère. Penses Ah bah de loin, puisque du coup justement comme il n'est pas connecté comme il est aux engagé autres, sur son film en plus. Disney, si ça va pas trop, je pense qu'ils pourront le couper assez vite. Et comme c'est le plus loin, c'est celui où il y a le moins d'argent investi. Il faut aussi voir vous pensez économie d'échelle. Là où par exemple sur Ray, on peut imaginer qu'ils pourraient utiliser des costumes, des décors, des créations. Là, il y a tout à faire, et donc c'est potentiellement celui qui coûterait le plus cher ou où ce serait le plus simple à couper. Projet suivant. C'est sûr que si les deux premiers films se vautrent, je pense que celui-là risque aussi de se vautrer. Après, il y a d'autres éléments à prendre en compte. James Mangold peut lâcher l'affaire parce que, par exemple, sur Indiana Jones, ça s'est peut-être pas bien passé, on découvrira ça. Enfin, il peut se passer plein de choses, vraiment, autour de ce film. Pour l'instant, c'est ça en pointillé.
L'autre projet, alors lui, il n'est pas officiel, mais il a été annoncé par Stephen Glover dans un podcast. C'est donc le film Lando. On en parlait tout à l'heure. C'était initialement une série télé qui reprenait donc le personnage de Lando Calrissian, mais issu du film Solo Star Wars Story, donc interprété par Donald Glover. Qui depuis a explosé, que ce soit en tant qu'acteur avec une série comme Atlanta, bon, qui était déjà dans Community, mais aussi musicalement sous le nom de Childish Gambino. Donald Glover, c'est une énorme pointure aujourd'hui. Il est sur ce projet-là, il l'écrit avec son frère, donc Stephen. Ils ont actuellement l'air de vouloir en faire un film. Je pense qu'ils peuvent l'imposer. Est-ce que c'est une bonne idée ? Là, franchement, moi, je suis dubitatif. Un film sur Lando, je m'en fous. Je vais être honnête. Alors, je n'ai pas beaucoup d'intérêt non plus pour le voir. Donald Glover est capable de faire quelque chose d'exceptionnel à l'écriture. Donc, on va laisser sa chance au projet. C'est celui où j'ai le moins confiance qu'il est capable d'être fait si tous les autres films Star Wars ne sont pas des gros succès. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de cette discussion entre Disney et ses actionnaires. Là, la problématique, c'est qu'il faut dire... Alors, c'est un personnage du film de Solo qui est, avec le même acteur, qui est donc le plus gros échec de l'histoire de tout Star Wars, mais on croit que lui, il va être un succès. C'est très, très difficilement vendable si t'es entre plusieurs films qui sont des demi-échecs, demi-succès, où c'est 400, 500 millions de recettes au box-office, ce que fait du Disney en ce moment. Et donc des films qui, quand tu rajoutes le coût de la promotion des films, soit ils sont légèrement dans le rouge, soit ils sont légèrement positifs. Si c'est ça la suite des Star Wars, je pense que ce Solo, il liquera, 400, le scénario 400, liquera 500, un jour, ils sont parce dans le que rouge de Donald chez Glover veut le partager, quoi. C'est aussi l'occasion de ramener Emilia Clarke et Dark Maul. Hein. Darth Maul, globalement, ils ont réussi à le remettre dans à peu près tout. Il y a quasiment aucun médium Star Wars qui n'a pas eu son Darth Maul. Donc, soyons confiants qu'il reviendra. Ouais, c'est vrai. Il y a eu quelques comics qui ont exploré cette période avec le personnage d'Emilia Clarke et ça montait un peu dans la pègre, etc. Pour revenir au film Lando, pareil, moi je l'attends pas avec un fol intérêt. Je trouvais quand même que c'était une des forces du film Solo, c'était justement l'interprétation de Lando, qui comparativement à son Han Solo était quand même bien meilleur et rappelait un peu plus le personnage de Lando tel qu'on le connaissait dans les films. Donc s'il se fait, je serai assez confiant sur l'interprétation du personnage et la fidélité un peu au personnage de Lando. Maintenant, c'est un film un peu lointain, qui devait être une série, maintenant un film. Ça me paraît un peu nébuleux. Donc je suis pas sûr que ça aille au bout non plus, compte tenu des revirements de films et de séries qu'on connaît depuis maintenant quelques années. Moi, je pense qu'Emilia Clarke avait une vraie chance de revenir dans ce film, mais plus maintenant, avec l'échec de Secret Invasion et le rôle qu'elle a en plus dans Secret Invasion et le rôle qu'elle devrait avoir du coup dans le MCU. Emilia Clarke associée au plus gros bid Star Wars plus un gros bid du côté de Marvel, malheureusement pour elle, je l'aime bien, mais ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il faut qu'elle tourne la page de tout ça et qu'elle parte sur des films plus quali. Après, Solo avait ouvert la porte à une suite avec Dark Maul et son personnage. Bon, et elle va être occupée avec le MCU aussi. Ça va être un énorme casse-tête pour le MCU déjà, ce personnage. Je pense qu'ils vont aussi le laisser de côté. Bon, on verra, mais ce projet de toute façon n'est pas officiel. Je vais vous parler de projets qui sont complètement au point mort ou abandonnés. Après, les amis, on donnera notre avis sur comment on voit l'avenir de Star Wars et comment surtout on aimerait que cet avenir soit fait. Enfin, voilà. Dans les projets qui ont l'air d'être annulés, le film de Taika Waititi annoncé, pour l'instant il n'y a aucune info dessus. Dernière Star Wars Celebration, ils ont dit qu'ils bossaient dans un coin. Là, les dernières très grosses rumeurs, qui ont l'air d'être un peu plus que des rumeurs, c'est que le film serait annulé.
Sean Levy, le réalisateur de Deadpool, apparemment travaille sur un film Star Wars. On n'a aucune info dessus, mais lui a dit qu'il travaille dessus. Dans les trucs qui ont l'air d'être complètement enterrés, il y a toujours la fameuse Arlésienne de la trilogie de Rian Johnson qui revient. Ça a été évoqué aussi à la Star Wars Celebration en disant mais si, il travaille dessus, ça va être génial, mais ça sortira jamais. Bon, ben en gros c'est ça. Je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Le film, la trilogie des réalisateurs de GOT, pareil, annulé. Et le film de Patty Jenkins, annulé aussi. Donc voilà pour les projets films Star Wars. Comment vous le sentez, vous, cet avenir, et comment est-ce que vous aimeriez que les choses tournent? Il y a aussi le jeu vidéo. Il devait y avoir un remake de Knights of the Old Republic en jeu vidéo, ce qui a été annoncé il y a 2-3 ans, je crois, qui semble aussi être sur le point d'être un peu enterré, mis sous le tapis, malheureusement, alors qu'il y a beaucoup d'attentes qui étaient cristallisées autour de ce jeu-là. Bon, je vais me lancer en premier sur l'avenir, ou en tout cas ce qu'on voit sur l'avenir. Alors en tout cas, est-ce que l'avenir est il y a de nombreux petits pétales de fleurs intergalactiques ou de petits champignons acidulés sur le chemin? Je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que là, en fait, ils sont partis avec une des plus grosses licences. Ils ont acheté, ils ont mis le cash. Ça va être une des plus grosses licences et ça va le rester. Ils l'ont un peu enterré. Donc là, maintenant, il va falloir sortir, cracher sur ses mains, remonter les manches, sortir la pelle et creuser un peu ça pour sortir de ce trou. Et c'est avec des bons films. Je pense que le retour de Star Wars, c'est des bons films. C'est des films peut-être qui vont être un Rogue One-like, un film qui, tu vois, a un succès acceptable. C'est 700-800 millions, c'est ça, Kerr, Rogue One. Et 1 milliard, tu vois, c'est encore plus que ce que je pensais. Donc un film qui fait entre 700 millions et 1 milliard, qui est de qualité, qui a un bon bouche à oreille, ça déjà, c'est pour démarrer. Et quand il y en a un ou deux comme ça, de prendre les risques, de se dire on va faire, effectivement, on va refaire une trilogie. Moi je pense que la période dont tu parles souvent de la Haute République, c'est une période qui me paraît propice, puisque tu faisais le parallèle avec la légende arthurienne. C'est un moyen d'avoir une version un peu plus épurée du mythe Star Wars. Ça me paraît assez intéressant. Le truc, c'est que très concrètement, si on se dit ce qu'on pense sur l'avenir de Star Wars, moi, ce que j'espère presque, alors je sais pas si je l'espère pour les bonnes raisons, mais les rumeurs de Star Wars, enfin de Disney acheté par Apple ou de Disney acheté par une autre boîte, c'est presque en fait ce qui pourrait arriver de mieux, parce que si on imagine, allez, on joue à se faire plaisir, à jouer à se faire peur. Apple achète Disney. Il vire Kathleen Kennedy, puisque le bilan de Kathleen Kennedy, pour l'instant, il est très négatif. Kathleen Kennedy dégage. Les séries Apple et Apple TV a montré qu'ils ont su donner la main à des créateurs pour créer dans l'univers de certaines œuvres et de faire de la qualité. Et là-dedans, eh bien, si on donne les mains à Guillermo del Toro pour faire vraiment les mythes et créatures de Star Wars, on a un premier film, on a un deuxième film, et ensuite on va tenter un petit réalisateur qui a déjà prouvé, comme Peter Jackson l'avait fait avant Le Seigneur des Anneaux. Il n'avait pas fait Le Seigneur des Anneaux, les préquels avant. Il a fallu faire confiance à quelqu'un qui a fait des projets beaucoup plus petits. Et Apple pourrait avoir les reins et la confiance de faire ça. Ça, pour moi, ce serait le chemin idéal. Alors après, oui, ça veut dire qu'il y a encore plus de choses chez les GAFAM. C'est pour ça que je vais nuancer. Mais si un autre studio qui a envie de tenter et de faire de belles choses, c'est presque ce qui pourrait arriver de mieux, en fait, à Disney, à Star Wars. Ou en tout cas, je pense vraiment que on voit des projets mercantiles qui sont faits dans un certain moule. Si les personnes qui ont créé ce moule sont toujours en place et font toujours la validation de ces projets, je vois pas comment on peut espérer faire quelque chose de mieux. Bob Iger et le patron de Kathleen Kennedy était le gars qui a mis en place, Bob Iger c'est le patron de Disney, a mis en place la postologie. Comment est-ce que lui va d'un seul coup changer du soir au lendemain et faire quelque chose de plus? Donc je pense que si on parle de ce que j'espère qu'il y a un gros changement de direction qui permette
après un ou deux gros succès cinéma, d'avoir le retour de Star Wars comme on en rêve, et que mon fils grandisse et que je puisse aller au cinéma, dans un cinéma sans attaque de puce de lit, aller au cinéma avec lui pour voir Star Wars ensemble. Enfin, tu vois, Alfonso Cuarón qui a fait un Gravity sur un Star Wars, mais ça peut envoyer, mais il faut lui dire, je te donne le budget, je veux un truc qui claque, vas-y, fais-toi plaisir. Et là, ça peut être incroyable. Et j'ai accessoirement, à titre personnel, hyper envie que les gens n'oublient pas que la guerre des étoiles, c'est aussi une guerre dans les étoiles avec des combats spatiaux, pas que des trucs qui se passent dans les mines sur Tatooine, quoi. Enfin, Tatooine, c'est sympa, mais ça reste un désert. Enfin, replaçons les choses. Donc voilà, ça c'est ce que j'espère. Après, ce qui va se passer, enfin ce que je suppose qui va se passer, c'est encore 2-3 tôles de films avant qu'il y ait tout ça, quoi. Qu'il y ait une remise en question. Le film de Rey, je vois pas comment ça peut bien se passer, même si, franchement, c'est pas parce que j'ai peu d'espoir que j'ai pas envie que ça marche. J'ai envie de voir des bons films Star Wars au cinéma, quoi. Enfin voilà. Et vous? Moi, j'espère que l'avenir de Star Wars sera d'or et blanc, de la Haute République. Je pense pas que c'est ce qui va sauver Star Wars, mais je pense que c'est une porte de sortie quand on a des projets un peu moribonds ou un peu trop commerciaux ou industriels que tu évoquais. Mais c'est quelque chose qui ne pourra se faire que dans la durée. C'est la première fois depuis la création de Star Wars que c'est une saga littéraire qui porte vraiment une nouvelle période de Star Wars et qui commence à déteindre en série, en jeu vidéo et je l'espère en film. Maintenant, par rapport à ce qui est annoncé aujourd'hui, il n'y a pas de film Haute République. Et là où je te rejoins, c'est que le salut de Star Wars, si tant est qu'il faille chercher le salut de Star Wars, ne passera que par des films forts. Star Wars, à la base, c'est des films. Donc pour retrouver la confiance du grand public, il faut des films forts. Et est-ce que le film de Rey apportera ça? Même si moi je l'attends avec impatience, je suis pas convaincu que ce soit la bonne histoire forcément à raconter ou ce que les gens cherchent à avoir. Et je pense, moi j'ai vraiment l'intime conviction que ce salut de Star Wars ne passera que si on sort du carcan temporel des films d'aujourd'hui. Si on sort de Anakin, c'est très bien de revoir Hayden Christensen, mais moi j'ai pas envie de le revoir maintenant qu'il a fait son comeback à toutes les séries, tous les films en Phantom de Force ou en compagnie. Pareil pour Dark Maul, pareil pour Obi-Wan, pour Dark Vador, c'est très bien, mais en fait j'ai l'impression qu'on retourne un peu en boucle avec les mêmes protagonistes, on tourne un peu autour des mêmes histoires qui ont déjà été racontées, alors on va les raconter avec un angle un peu différent, on va approfondir tel personnage, etc. Tu vois pas la série arriver, la jeunesse de Qui-Gon la jeunesse d'Obi-Wan, enfin tu vois, revue avant qu'il devienne Padawan. Quand il est... Qui-Gon, l'acteur, c'est quoi son nom déjà? Liam Neeson. Liam Neeson, je crois que j'ai vu quelques déclarations de lui sur Twitter qui étaient assez critiques sur Star Wars. Ah mais recasté. Mais en fait, à force de vouloir tourner autour des mêmes choses, ils vont nous proposer des trucs qui nous intéressent pas du tout, quoi. C'est exactement ça. Et pour moi, c'est un problème aujourd'hui, et même un petit peu dans le Mandoverse, où c'est bien, on a Mando et Grogu, c'est totalement nouveau, mais on va nous recycler du Ahsoka, on va retourner avec les mêmes personnages. Bon, très bien qu'il y ait un développement qui prend cette direction et qui va aboutir à un film. Maintenant, il faut autre chose, quoi. Est-ce que tu peux mettre l'image de Kerr? En fait, Star Wars, c'est un peu comme la tête de Kerr. Est-ce que tu peux mettre Kerr, s'il te plaît? C'est lessivé, tu vois. Et il est tard. Il est très tard. On a passé les minuit pour l'enregistrement. Donc voilà, moi j'ai à peu près dit mon sentiment dessus. Et si je devais juste conclure, c'est que vraiment, si vous êtes un peu désabusé de Star Wars, un peu déçu de la direction que prennent les séries et les films, mais que vous aimez quand même le lore de Star Wars, que vous êtes curieux et que vous aimez lire, je pense que c'est vraiment la Haute République, c'est fait pour vous. Et moi, ce qui me tient aujourd'hui en appétit de Star Wars, entre guillemets, c'est vraiment ces romans et ces comics, ces personnages qui sont développés, qui sont totalement nouveaux. Alors certes, il y a Yoda, mais ils ont l'intelligence de le faire que par petites touches apparaître. Donc si vous êtes vraiment un peu dépité, un peu déçu, jetez-vous sur ces romans qui sont vraiment très 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 bien.
ne serait-ce que La Lumière de Jedi, le tome 1. Et peut-être que ça vous redonnera le goût de Star Wars, de la Force, et voilà. Et toi, mon cher Kerr, j'ai envie de dire, retrouve le nouvel espoir, c'est le réveil de la force en toi pour nous dire un petit peu ce que tu en penses. Ben moi, je vais être plus critique que vous et moins serein en l'avenir concernant Star Wars. Je pense que Disney a tué le Star Wars de notre enfance et que là, on a un autre Star Wars qui est une machine à cash qui est enrayée. Et on a beaucoup de contenu, beaucoup de produits dérivés, on a de tout, de la série, de l'animation, du stickers pour les gamins, jusqu'au gobelet en plastique. On a de tout en Star Wars. Ok, très bien. Là, ce qui est annoncé, avec la politique qui est actuellement... T'es en train de te moquer des gens qui achètent des statues Mando et qui l'affichent dans le fond de leur bureau? Non, oui, bon, bref. Mais toujours est-il que sur les projets là qui sont annoncés, avec ce qui a été pondu récemment et sur certains films et puis surtout sur certaines séries, je pense à Ahsoka, je pense à Obi-Wan, il n'y a pas de raison particulière, même s'il y a des projets qui ont l'air alléchants, des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices qui peuvent donner envie de croire au projet. Il n'y a pas de raison particulière de croire justement qu'il va y avoir de franches réussites. Il peut y en avoir une ou deux par-ci, par-là, parce que on l'a vu avec Tony Gilroy et Andor, mais je peux te donner une raison d'espérer. Non, laisse-moi aller au bout de tu vas voir, moi je veux tout casser en fait. Mon idée, moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, ils continuent de presser le citron jusqu'à ce que vraiment il y ait plus rien. Ils enchaînent les échecs, ils enchaînent des séries anecdotiques. Skeleton Crew, tout le monde s'en fout, etc., etc. À un moment donné, Disney va réagir. Partons du principe que Disney reste Disney et que Apple rentre pas dans la danse. Même si ton idée me plaît bien dans les faits. Parce que Apple TV+, ils font des séries quali et que, en effet, ça serait bien que Disney regarde un peu ce que fait Apple. Mais restons sur Disney. S'ils flopent de trop sur Disney+, déjà, à mon avis, la plateforme, ils vont la cut, et les projets vont partir ailleurs, et ça, c'est une bonne chose. Et puis sur les films, si ça rapporte pas assez, ils vont en annuler. Et ce qui serait bien pour Star Wars, et au final, c'est quelque chose qu'a dit Alex et que je pense dans la vidéo sur le bilan de Disney avec Star Wars, c'est que on n'est plus sur du Star Wars événement. On est sur quelque chose qui s'est particulièrement banalisé. Et un Star Wars, on l'attend plus. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent vraiment une grosse claque et qu'ils disent « Ok, on stoppe ». Et il y a des boîtes qui ont des franchises et ils le font, ça. Ils mettent en pause une franchise pour recréer un manque, pour recréer de la nostalgie et puis revenir plus fort plus tard. C'est ça qu'il faut faire, à mon avis, sur Star Wars. Il faut stop le truc parce que là, pour l'instant, la mécanique est pas bonne, la qualité est pas là, on en a trop. On est en overdose et en plus ce qu'on nous donne est pas bon. Donc il y a rien qui fonctionne là. Donc on arrête, on fait une pause, une décennie, 15 ans, 20 ans peut-être. Et on revient avec un gros Star Wars qui est un vrai gros événement, comme pouvait l'être le Réveil de la Force, comme pouvait l'être la Menace Fantôme. Mais alors cette fois on revient avec un truc où on a donné la main aux artistes, on a des vraies idées, on a un mec qui sait filmer, on a des mecs qui savent écrire. On a une vraie... Vraiment, il y a un projet, il y a un truc qui est stylé sur un film ou une trilogie. Star Wars, c'était des trilogies. Restons sur le concept de trilogie. Arrêtons avec les séries, arrêtons avec tout ça. Restons sur la trilogie, mais faisons une trilogie qui tabasse. Mais vraiment qui tabasse. Où à la fin du premier film, on sort, on dit « Ouah, j'ai trop envie de voir la suite parce que là, j'ai pris une grosse claque. » Et voilà. Et restons sur Star Wars comme ça. Je pense que d'un point de vue business, ils s'y retrouveront parce que s'il y a une grosse hype sur la nouvelle trilogie, et l'effet nostalgie fera qu'on regardera ce qui a été fait avant et on va s'y intéresser un peu plus, on aura un regard moins critique. La nostalgie a cet effet-là. Et je pense qu'on sera dans une démarche qui sera plus intéressante. Il faut que Star Wars redevienne un gros événement. Si Avatar 2 a autant marché que le premier, c'est parce que il y a eu une décennie, même plus une décennie entre les deux films.
si on avait un Avatar tous les 2 ans ou qu'on avait Avatar plus Avatar série plus Avatar animé plus Avatar sticker Ça va pour arriver. ton frigo, et Avatar on marcherait beaucoup moins. Voilà. Alors, j'ai plusieurs. Alors déjà, Avatar, je pense que ça va arriver dans les prochaines années, puisque le rythme Bien des sûr, Avatars mais il va y avoir une s'accélérer. overdose Avatar aussi. Hein. Mais du coup, j'ai 2 choses à te dire. La première, c'est je crois pas du tout que ce soit possible qu'ils mettent en pause pendant 10 ans. Pour la raison simple, c'est que la bourse ne leur laisse pas le temps. Au moment où on enregistre la vidéo, on n'est pas loin d'être sur le pic historique. Ça fait 18 ans que l'action Disney a pas été aussi basse. Elle est quasiment à la moitié de ce qu'elle valait l'année dernière. Donc Disney, c'est une société, ils ont besoin d'être forts en bourse, sinon ça peut vraiment vite pas rigoler. Et ils peuvent pas expliquer aux actionnaires, bon, alors, l'action en ce moment elle vaut rien, mais ne vendez pas, parce que du coup, vous comprenez, dans 5 ans, on va faire un film de ouf. La bourse maintenant, c'est Mais tous les trimestres. Pour Ça la ne leur bourse, t'es laissera pas pas le fort temps. si tu sors Skeleton Crew. Ah, si tu dis les copains, on est fort, on balance du Star Wars qui nous fait perdre 100, 200 mais là, millions la promesse, à chaque sortie. non mais ils font pas Skeleton Crew en disant ça va être un échec. La promesse là, c'est de dire vous allez avoir du Star Wars tous les trimestres, et quand il n'y a pas du Star Wars, vous avez du Marvel. C'est ça que ils disent à leurs actionnaires. Donc Disney+, Mais ça vous allez fonctionne voir, pas. ça gagne pas d'argent, mais laissez le temps au moteur que ça démarre. Sauf que nous, on voit Oui, mais que le moteur, il démarre pas, vraiment. Si l'action chute autant et que Marvel et Star Wars, c'est bien de prendre l'exemple de Marvel aussi, sont autant en crise tous les deux, c'est que ça fonctionne, la recette Mais ne fonctionne pas. c'est exactement ça. C'est comme la recette ne fonctionne pas, et alors que c'était la promesse pour dire réinvestissez, on revenez chez moi, et en fait ça ne marche pas. Du coup, les gens vendent leurs actions et se barrent. À l'heure actuelle, la seule raison pour laquelle l'action ne se barre pas encore plus bas, c'est parce que les parcs d'attractions Disney marchent bien et que leur rentabilité laisse à supposer que le bon prix de l'action est entre 60 et 80 dollars, alors qu'à l'époque où il y avait les parcs d'attractions, Star Wars, la promesse que ça revienne, et les Marvel, l'action elle était à 180 dollars. Donc le ratio risque d'être Disney dans quelques temps, d'être divisé par 3 par rapport à leur valeur de quand tout marchait. Ça c'est pour la partie un petit peu négative. La partie positive pour amener un petit peu d'espoir, c'est que je pense qu'il y a une énorme différence entre la licence Avatar, la licence Transformers et la licence Star Wars. L'énorme différence, c'est que l'audiovisuel, les films, les séries, c'est aussi beaucoup fait par le succès d'un artiste qui est un grand auteur, qui est quelqu'un qui a une vision, qui est quelqu'un qui est capable d'écrire un scénario. Et les artistes qui ont les 40, 50 ans, parfois, enfin jusqu'à 60 ans, il y en a beaucoup pour qui Star Wars, c'est la licence de leur enfance, ce qui va pas être le cas d'un Transformers, ce qui va pas être le cas d'un Avatar. Et du coup, c'est pour ça qu'on a Taika Waititi, qui est, au moment où il commençait déjà à s'en sortir, qui accepte d'être le réalisateur à peine cité de la série Mando. Donc en fait, le truc, c'est que on peut complètement imaginer que Disney a des cartouches que d'autres n'ont pas. Il y a personne qui vient, il n'y a pas Donald Glover qui vient avec le scénario de quelque chose pour Transformers en disant j'ai une idée parce que vraiment Transformers c'est toute ma vie. Donald Glover, Solo, il a déjà expliqué que quand on lui a dit qu'il allait faire l'endocadration, c'était un des moments où il était le plus content de pouvoir l'annoncer à son père parce que c'était leur fierté à eux deux et c'était le personnage qu'ils aimaient de leur enfance. Et je pense que il a pas envie de rester sur l'image ternie que lui a donné Solo. Des personnes comme Donald Glover qui s'investissent quand même pour ça, alors qu'ils pourraient choisir d'autres projets. C'est une chance qu'a Disney Star Wars, et on peut imaginer que ça donne quelque chose de bien. Peut-être que du coup tous les financiers leur diraient bah non, on vous donne pas la liberté créative, on vous donne pas le Final Cut, et ça se fera pas. Mais c'est une chance et un espoir qu'on peut donner au crédit de Star Wars parce que c'est Star Wars et que c'est pas une autre licence comme les autres. C'est pas la planète des singes, c'est quelque chose qui est un blockbuster, qui a inspiré des générations et qui inspire des générations de réalisateurs, d'auteurs, de producteurs, de chefs opérateurs, de tous les gens qui font ces films. Mais tu prends des exemples là concrets d'autres franchises, alors ok Transformers, mais
Avatar, c'est un film à 2 milliards 9, un deuxième film à 2 milliards 3. Il y a jamais un Star Wars qui a rapporté autant de dollars. Alors, on va me dire qu'avec l'inflation, le premier Star Wars a fait bien plus. On est d'accord. Mais là, ce que tu parlais de la bourse et les chiffres, les Américains adorent le billet vert. Le billet vert, celui qui a rapporté le plus, bah, c'est Avatar. Alors, si tu mets toute la franchise Star Wars réunie, en effet, il y a plus qu'Avatar. Tu me prends l'exemple de la planète des singes. Je suis d'accord avec toi. Mais la dernière trilogie de la planète des singes, elle s'assoit, à mon avis, aisément sur la postologie. Elle est largement au-dessus. Donc, tu vois, on parle de qualité. Là, tu prends des exemples d'artistes et tout. D'accord, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, c'est séduisant. Mais là, dans les faits, maintenant, ça fait des années qu'on a quand même de la soupe. Sur plein d'exemples. Alors, il y a il va y avoir des fulgurances comme Andorre, comme certains épisodes de Mando. Mais globalement, c'est pas folichon. Et là, concrètement, avec le problème de la bourse et la situation économique, fait que, on continue. Même si ça fonctionne pas, on continue. La seule chose qui a l'air d'un tout petit peu changer, c'est cette idée de, on va quand même laisser un peu plus les clés à des artistes. Mais encore faut-il que ce soit réellement le cas. Et on a vu quand les clés sont données aux artistes, le public réagit pas forcément. Eternals, c'est Chloé Zhao, elle a mis sa patte, c'est une grande réalisatrice, et le film a bidé. Et c'est dommage parce qu'il était très bien. Ouais, mais je continue de penser que de laisser une liberté créatrice pour une œuvre, ça lui donne plus de chances que de vouloir faire quelque chose de formaté qui sera bien évidemment. Enfin voilà, c'était mon avis. Est-ce que tu veux rajouter un point ou est-ce que du coup on peut dire au revoir aux gens qui sans doute sont déjà endormis, donc on va essayer de parler moins fort. Tu vas découvrir ça, mais souvent les gens ne regardent la vidéo pas jusqu'au bout. Ils dorment, parfois leur téléphone est bloqué, ils peuvent pas passer la vidéo, ils sont obligés d'attendre la fin. Enfin, mais bon, pour ces gens-là, du coup, on essaie quand même de tenir le truc et de leur dire au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je suis un peu loin de ces considérations économiques, boursières. Ce qui m'intéresse, c'est plus le lore de Star Wars, etc. Mais c'est quand même toujours intéressant de vous écouter. Je vais rester sur mon message de propagande. Lisez La Haute République. Ça roule. En tout cas, merci de nous avoir écoutés beaucoup trop longtemps. On aime bien Star Wars, on aime bien en parler. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, évidemment, vers le haut si ça vous a plu et vers le bas si ça vous a pas plu. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.